Donc là, c'est Pascal Hammerly. Il va nous faire une conférence sur l'aventure de la migration et l'unification de 8 gros sites vers un seul site WordPress. Donc c'était des sites qui ne l'étaient pas et qui vont être migrés en un seul. Donc c'est une très grosse migration. On parle de 20 000 pages, de 30 personnes travaillant sur le projet, plus de 3 000 heures de travail. Et donc il vient de Fribourg et il représente l'agence Ethos Digital. Voilà. Bon, vous prenez des risques, hein, parce que si c'est mauvais, vous allez regretter vos applaudissements. Bon, 2 mots juste pour le contexte. Donc, on est Ethos Digital. On est situé à Fribourg, en Suisse romande, mais tout près de la Suisse allemande. Mon associé qui s'appelle Raphaël, il est ici en noir. Et puis, on est 5 personnes dans l'équipe de base. Puis, on travaille aussi avec des développeurs externes, comme c'était le cas justement sur ce projet que je vais présenter aujourd'hui. Alors, déjà, j'aimerais commencer par la fin. Est-ce que j'aurai le son si j'ai une vidéo? Ah, la vidéo? Ouais. Oui, je vais faire ça. Ok. The back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs. We've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. Find a way. Find a way. Find a way out. Je commence par la fin. La fin, c'est quand on avait réussi à faire le projet, et ça, c'était un peu la petite vidéo d'annonce qu'on a aussi publiée sur nos réseaux sociaux. Je commence par la fin parce que c'est une histoire qui a bien fini. Peut-être que j'en parlerai pas d'ailleurs, sinon. Mais c'est vrai que c'est un projet qui, en cours de route, a eu beaucoup d'obstacles. Il était difficile au niveau technique. Et puis, aussi pour expliquer comment on a développé les choses, comment on a pensé les choses, ça fait sens de montrer le résultat final pour que vous ayez un peu en tête les concepts qui ont été utilisés dans le site. Donc si vous voulez, une des particularités du site, c'est que dans le canton de Fribourg, si on voit un peu la carte ici, il y a 7 régions. Donc il y a la Gruyère qui est assez connue au niveau national et international. Sinon il y a quand même Morat qui est assez connue, c'est une ville médiévale. Et puis il y a d'autres régions un peu moins connues, la ville de Fribourg, Romont, Pacot, Estavayer-le-Lac et Schwarzsee. Et c'est un mélange entre les montagnes et le lac et la ville. Et la destination touristique de Fribourg est assez faible en Suisse par rapport à des grosses destinations comme les Grisons, comme Genève, comme peut-être le Valais aussi. Donc ils ont vraiment voulu unifier tous les sites du canton. Ils avaient 8 sites web. Ils ont voulu les unifier pour avoir plus de force au niveau national et international. Et c'est aussi un projet pour le SEO en fait. Mais le défi, c'est qu'ils avaient tous leur site web, leurs particularités locales, leurs contraintes, leurs partenaires. Et il fallait réussir à faire discuter en fait tous ces gens ensemble et faire un projet commun. Si vous voulez, dans l'interface du site, le cœur du projet, c'était, si je montre un objet, c'est les hôtels. Ils ont des milliers d'objets en fait touristiques. Les hôtels, c'est un exemple. Et puis, forcément, ils voulaient une interface où on pouvait filtrer les choses, donc peut-être par région, filtrer par style, filtrer par type d'équipement, etc., par classification. Et puis, il fallait développer toute l'intelligence dans la base de données pour pouvoir faire les appels en front-end, pour pouvoir afficher les choses selon ces filtres. Et aussi, la situation de départ, c'est qu'ils étaient tous ces sites sur un système propriétaire, qui était un autre système que WordPress. Donc, il fallait unifier les sites et migrer cette base de données, enfin la recréer complètement finalement dans ce contexte de WordPress. Ça, c'est un peu le contexte de départ du projet. Pour raconter un peu l'histoire, ça a commencé dans un bon restaurant, parce que tout site WordPress commence dans un bon restaurant. C'est un restaurant qui est ici, tout près de la gare, à Fribourg, qui s'appelle le Petit Pérol. Donc si on recule pour les Genevois qui ne vont pas souvent à Fribourg, c'est ici, donc entre les lacs, dans la partie occidentale de la Suisse.
j'ai rencontré le vice-directeur de l'Union fribourgeoise du tourisme, qui est un client depuis longtemps, on travaille avec eux depuis plusieurs années. Et puis on a mangé ensemble, puis il m'a dit, voilà, on aimerait faire une stratégie pour 2022. Donc là, on était en 2019 quand je l'ai vu. Et il faut qu'on élabore cette stratégie, qu'est-ce qu'on va faire avec nos données, qu'est-ce qu'on va faire avec nos points d'intérêt, avec le site web, etc. Et donc il m'a dit, il faut écrire un truc. Donc on a écrit un truc, j'ai écrit ça avec eux. Et ça, c'était un premier rapport. Alors je ne vais pas vous montrer les rapports en détail, mais c'est déjà un document qui fait 18 pages, dans lequel on présente en fait toute la stratégie, et dans lequel surtout j'ai défendu une solution open source, parce qu'ils avaient cette solution propriétaire. Et l'idée, c'était de leur dire pourquoi ça vaut la peine d'aller sur l'open source. Et il y avait plusieurs personnes qui avaient des craintes. Donc il y avait l'Office central de tourisme qui s'appelle l'Union fribourgeoise de tourisme. Mais ensuite, il y avait toutes ces régions qui ont leur propre office du tourisme, et certains directeurs, donc encore 7 directeurs en plus, avaient des craintes par rapport à un système complètement open source. Est-ce que c'est vraiment professionnel? Est-ce que ça va marcher? Enfin, etc. Et donc ça, c'était le point de départ. Donc après, on a transformé tout ça en jolie présentation pour les convaincre. Les 7 directeurs, j'ai passé devant eux 3 fois, hein. C'était un long processus, il y avait des discussions, certains ils voulaient pas, d'autres ils voulaient, etc. Mais c'était une présentation, on a discuté du contexte, on a discuté qu'est-ce que c'est propriétaire, qu'est-ce que c'est open source, pourquoi en fait vous êtes coincé avec vos données, vous pouvez même pas avoir les tables des bases de données, alors c'est vos données, vous voulez faire des API. Si vous êtes dans un contexte open source, vous pourrez plus librement traiter ces données, les articuler avec d'autres systèmes, etc. Donc il y avait toute cette discussion, je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais on a parlé des coûts aussi. Et puis il y avait aussi une idée, si je montre cette partie-là, de centraliser la gestion technique. Ils avaient 8 sites web. Donc quand il y avait un template qui était déployé, parce qu'ils avaient les mêmes templates sur les 8, il fallait l'intégrer dans chaque site. Donc ça, c'était un développeur chez eux qui le faisait à la main. Mais c'était long. Un changement, pour mettre en prod, c'était un long processus en fait. Donc ça, c'est un peu le point de départ. Après, on s'est dit maintenant, pour valider le projet, il faut faire une structure du site. Donc on a fait des workshops avec plusieurs membres de ces régions. On a fait, je pense, 2 workshops, puis on est arrivé à ce premier résultat ici, qui est un résultat qui nous a permis de structurer en fait tout le contenu qu'ils ont sur le site. Je prends une toute petite section, par exemple vélo et VTT, c'est une thématique importante pour eux. Donc ils ont des itinéraires cyclistes, des tours à vélo, des itinéraires VTT, des bike parks, etc. Donc pour chaque élément, pour chaque type d'objet, il fallait structurer comment on allait faire un menu et comment on allait faire aussi les profondeurs des pages dans le site WordPress. Ça, c'était une étape qui a duré 2 mois, donc workshop, discussion, etc. Ensuite, on est passé à l'étape des wireframes. Ça, c'est mon associé Raphaël qui s'occupe de ça. Et là, de nouveau, c'était d'essayer de les projeter dans qu'est-ce que ça allait donner au niveau structurel. Donc on a imaginé, on garde ici le logo principal de tout le canton. On a commencé à travailler sur les menus, sur la structuration des pages avec des blocs tendances pour mettre en avant, une carte qui explique le concept du site avec les différentes régions, différents modules qui permettaient d'appeler les objets, de les présenter dans des contextes de landing page. Et c'est là que Raphaël a un coup de génie parce qu'ils trouvaient tous quand même que ce logo de Fribourg région qui était en haut, trônait de manière trop puissante face aux régions, aux sous-régions, si vous voulez. Donc Raphaël, il a dit, on va leur faire un branding où il y a des sous-sites. Ça veut dire, si je suis dans la Gruyère, je vois le logo de la Gruyère. Si je suis dans Morat, je vois le logo de Morat. Donc on a vraiment conçu tout le site avec une segmentation profonde, avec un code de couleur, pour que chaque région puisse s'y retrouver et que le trafic qu'elle attire vers ces pages, notamment par le référencement naturel, arrive toujours chez elle, si vous voulez. Qu'on puisse leur montrer que le projet allait à la fois intégrer cette dimension régionale et aussi l'aspect cantonal du site. Donc si vous voulez, quand ça se reflète dans le site final, c'est qu'ici je peux naviguer entre les régions. Si je vais par exemple ici dans Fribourg-Ville, ou bien ici je peux revenir à l'échelle de tout le canton. Et si je reprends l'exemple des hôtels, ici j'aurai un listing avec tous les hôtels qu'ils ont bien voulu mettre dans leur listing, donc il y en a 125. Mais ici, j'ai un code couleur, c'est à l'orange, c'est Estavayer par exemple. Mais je pourrais maintenant aller dans une sous-région, là ce serait Fribourg-Ville. Et puis si je vais aller dans un objet spécifique, là je change en fait de logo en haut, et puis je vais arriver dans la partie de cette région.
Voilà, donc ça c'est le logo spécifique de cette région. Donc il y avait vraiment cette idée, comment présenter à l'utilisateur l'interface pour qu'il comprenne qu'il y a ces deux niveaux et ces deux dimensions. Donc en novembre 2020, le projet a été validé par tous les directeurs et on a décidé d'aller de l'avant. Puis c'est là qu'on s'est assis et qu'on s'est dit, ok, mais comment on va faire tout ça maintenant? Parce que c'est 8 sites web qu'il faut migrer sur WordPress, on change de système, il y avait 8 bases de données segmentées. En plus, on n'avait pas accès aux tables, comme j'ai dit avant, c'était juste les JSON qu'on avait à travers une API. Donc, ce n'était pas des données qui sont structurées dans leur profondeur avec les connexions des tables, c'était vraiment un peu des données à plat qu'il fallait reconstituer et repenser. C'est un site multilingue, bien sûr, il y avait ces questions de filtres compliquées, et il y avait surtout l'idée qu'ils voulaient un back-office d'édition qui permette d'éditer ces objets qui existaient déjà. Donc on a écrit un document, je ne vais pas l'ouvrir, mais avec toutes les specs du projet. Donc ça, c'était de nouveau de la rédaction écrite avec plusieurs personnes dans le Google Docs. Et puis après, on a fait ce petit document-là aussi qui est intéressant. C'était un document qui montrait un peu tous les flux de données finalement vers le site. Donc ici, j'ai le site WordPress lui-même. Il avait des API entrantes pour la météo, pour Pro Infirmis, pour la météo des plages et puis des flux de webcam. Mais il avait aussi des API sortantes vers des systèmes de réservation d'offres, Smith et puis Tracksoft. Enfin, ça, c'est de l'intégration HTML. Et puis Vilken, ça, c'est pour les newsletters. Et après, ici, la base de données objets, donc ces objets qui existaient déjà, eux-mêmes, ils étaient connectés avec des écrans physiques d'information qui sont des fois dans les offices du tourisme. Ils étaient connectés avec Guidel qui allait vers Swiss Tourisme, c'est le site national du tourisme. Et donc, il fallait aussi que cette base de données, elle puisse facilement être, disons, traduisible en flux API qui vont vers ces différents systèmes. Voilà, j'aimerais juste maintenant bien expliquer les objets parce que c'est vraiment le cœur du projet. Si je prends un hôtel ici, bon, il a un titre, il peut avoir un nombre d'étoiles, ça c'est un attribut, il peut avoir une adresse, des liens externes, il peut avoir des tarifs. Et les tarifs, il y avait aussi des questions de traduction. Par exemple, si dans le back-office on met 115 francs pour la chambre, on veut que ça se reflète directement en allemand, en anglais. Mais par contre, le label de la chambre, ça, il faut pouvoir le traduire à la main. Et ça, c'était assez compliqué dans la base de données. Par exemple, avec VPML, on a essayé au début, mais ça ne marchait pas en fait parce qu'il fallait vraiment trop segmenter l'information et puis l'utiliser de manière très flexible. Donc on a complètement abandonné ensuite VPML pour ce qui est des objets. On l'a gardé pour la partie gestion des URL du front, mais pas pour les objets. Donc maintenant, il faut imaginer que tous ces objets, en fait, il y a plein de types d'objets. Donc il y a des hôtels, il y a des itinéraires, il y a des contacts, il y a des événements. C'était chaque fois des types d'objets aussi custom qu'il fallait penser en fonction de ces champs. Et là, on a travaillé dans des Google Sheets. Bon, c'est peut-être un peu petit, mais en gros, si vous voulez, chaque ligne, c'est un type de champ. Si j'agrandis un peu. Donc, OK, il y a un summary qui est multilingue, il y a un text area, ou bien il y a une description qui est multilingue, c'est du HTML. Puis là, on a vraiment tout documenté, tous les champs qu'il y avait et le type de données, comment les stocker ensuite dans la base de données. Ça a pris énormément de temps à faire. Et c'était une longue discussion avec le client parce qu'ils voulaient garder leurs données, mais ils voulaient améliorer leur système aussi, puisqu'on faisait tout. Et c'était beaucoup de va-et-vient avec la chef de projet côté client, plus derrière avec les régions qui devaient revalider encore. Donc en termes de gestion de projet, c'était des rythmes assez lents. On avait des séances mensuelles avec toutes les régions, puis avec la chef de projet, ça c'était constant. Même vers la fin du projet, elle venait un jour par semaine, elle était dans mon bureau en fait. Puis leur développeur à eux, il était aussi 2 jours par semaine dans notre bureau parce qu'à la fin, il fallait avancer plus vite, quoi. Voilà, après il y avait un autre aspect difficile, c'était justement les URL parce qu'il fallait que tout ça joue. Et puis là, c'est un peu l'aspect où on a vraiment eu le plus de problèmes au niveau technique avec WordPress parce que on a poussé la chose très loin aussi parce qu'ils avaient forcément tous un slug qui finit par / randonnée ou / telle chose. Et puis, si on utilise le chemin, enfin l'arborescence de l'URL, par défaut, WordPress, il prend que le slug. Et donc, on avait des conflits. Puis, quand on avait migré les données, donc les fameuses 20 000 objets, ça avait créé plein de -2, -3, -4. Et après, on a dû retravailler beaucoup dans la base de données pour tout clarifier. Et comme on faisait ça en même temps dans un site de pré-prod où déjà les gens avaient commencé à mettre des pages TMS, c'était assez amusant, comme vous pouvez imaginer. Ça, c'était des moments un petit peu compliqués avec les URL. Donc, si vous voulez, il y a un schéma d'URL où chaque région dans les 3 langues, elle a sa partie d'URL qui va aussi appeler le template qui appelle le logo brandé de la région. Donc ça, c'était toute cette structure.
bien sûr, pour que ce soit pas trop simple, ils avaient plein de catégories d'objets, puis ils avaient des ID dans l'ancien système, et puis il y avait plein de langues, enfin les 3 langues. Donc ça aussi, il fallait créer toute une structure d'URL qui permet de supporter ça. Si je vous montre juste un exemple, si je reprends je vais prendre en français. Si je reprends peut-être un hôtel comme ça. Si je prends un hôtel spécifique, lui va être dans Fribourg Région, ça c'est tout le site, dans la destination Estavayer Payerne, dont je retrouve le logo ici, dans la catégorie hôtel, et maintenant c'est un objet spécifique. Et ça en fait c'est le niveau de profondeur, on voulait les faire parce que c'est bien pour l'UX d'avoir le breadcrumb, et aussi pour que les gens s'orientent dans le site, mais aussi pour le SEO c'est bien d'avoir des niveaux de profondeur. Mais au niveau technique, ça c'était vraiment la chose la plus complexe du site. On a dû s'y reprendre pas mal de fois pour trouver des bonnes solutions. On a utilisé un plugin qui s'appelle Permalink Manager, mais après, en fait, WordPress gardait ses slugs natifs derrière, et des fois, ça crée des conflits. C'était assez complexe. Voilà, puis c'est là que j'ai eu le téléphone avec Cyril Bron, qui est aussi ici, puis qui a parlé ce matin. Je lui ai raconté tout ce qu'on devait faire avec ce projet, et puis pendant le projet, il s'est marré, puis il a dit il y a des gens qui ont un talent fou pour se mettre dans des galères impossibles. Et là, on s'est dit aussi comment on va faire le back-office objet. Et puis on a exploré plein de pistes, donc on est parti un peu en vrille dans plein de solutions. Donc tout le front, on savait que ce serait du WordPress, mais le back-office, n'était pas encore décidé à ce stade. Et puis une des idées, c'était de faire une Google Sheet connectée au site. Ensuite, on a parlé d'utiliser du Laravel pour le back-office connecté à un WordPress. Il y a Lausanne Tourisme qui a fait ça. On savait qu'ils avaient réussi. Après, mon associé, il pensait que Drupal, c'était quand même mieux pour faire un site autant compliqué que ça. Et surtout, notre lead développeur, qui a beaucoup d'expérience, il a commencé 2-3 ans après que WordPress commence, donc il a à peu près, je pense, 17-18 ans d'expérience. Lui, il m'a dit, moi, je ne le fais pas. Et après, il a dit, je fais juste le front, je fais le HTML, mais le back-office, ça ne m'intéresse pas trop de faire ça, parce qu'en fait, il y aura des problèmes avec les URL, il avait flairé le truc depuis le début. Donc après, j'ai un grand moment de solitude parce que le temps avançait. Je vais vous montrer la timeline après, mais on était déjà là vers la fin du printemps 2021. On avait une deadline stricte, 31 décembre ou plus tard 2021, parce que ils étaient sur une solution propriétaire dont le contrat à 5 ans arrivait à terme et donc du coup, c'était une vraie deadline. C'était pas une deadline où on dit bon, on va prendre 3 mois de plus. Il y avait cette pression de la deadline. Et puis à cette échelle-là, quand je ne trouvais pas des développeurs supplémentaires, que mon lead développeur me disait oui, moi je te fais le front, il n'y a pas de problème, mais le back-office c'est trop compliqué, j'ai un moment de solitude difficile. Et bien sûr, le client a dit ah ouais, mais c'est quand même gros ce projet, c'est quand même plus gros que ce qu'on a pensé au début, donc bon, le budget, on peut l'augmenter, mais il y a quand même une sorte de limite, donc voilà. Donc on négocie un petit peu sur tout ça, et puis on a dit ok, on va outsourcer, et puis on va vous faire des prix plus bas que nos prix normaux. Mais on va outsourcer vers d'autres pays pour des développeurs. On a commencé avec l'Inde en fait, et ça a duré 100 heures de travail pour moi de comparer, trouver les critères, trouver les gens. Ensuite, essayer avec la première série de développeurs où ça n'a pas marché, la deuxième série de développeurs où ça n'a pas marché, la troisième où ça n'a pas marché non plus. Et là, c'était difficile. Après, on s'est dit ok, on va changer de stratégie, on va aller sur l'Europe de l'Est, et on a trouvé une agence, c'est des Ukrainiens, mais ils sont en Pologne en fait. Voilà. Et puis là, tout de suite, quand on les a rencontrés, déjà, ils comprenaient qu'on leur parlait très clairement et ils avaient aussi une attitude plus proactive. Donc on a vraiment pu les intégrer dans le projet. Peut-être, si j'ai le temps, je vais vous montrer un peu les outils qu'on a utilisés. On utilise notamment Monday, je ne sais pas si vous connaissez. Là, je vous montre juste ça. Ça montre un peu une vision du projet. Et dans Monday, on avait 2 couches. On avait une vue avec les détails, en fait, et puis une chose qu'on a appelée la macro timeline. Donc si vous voulez, par exemple, ça c'est la partie front-end, il y avait tout est vert, heureusement maintenant, mais pendant longtemps les choses ne devenaient pas vertes assez vite. Donc il y a la partie design, le HTML, les concepts des pages CMS, etc. Il y a tout ça, puis après il y avait toute la partie back-end avec la base de données, puis avec ce back-office. Et puis il y a plein de choses qui dépendent d'autres choses. Ça veut dire qu'il faut finir ça pour passer à ça, mais en même temps il faut avancer sur ça parce que sinon on sera en retard. Et c'est vrai que c'était vraiment intéressant en fait, de suivre ce projet. Et la relation avec le client était très, très bonne en fait, parce qu'eux, ils avaient confiance. Et ils venaient chez nous, on travaillait, on faisait des longues séances, on travaillait aussi dans Google Meet. Et elle, la chef de projet, sans elle, en fait, le projet n'aurait pas pu réussir. Parce qu'elle a beaucoup pris les feedbacks en fait, des régions, puis elle nous les ramenait chez nous. Voilà. Après, je vous montre le premier schéma du concept.
J'ai combien de temps encore? Parce que j'ai pas une conscience claire de quand j'ai commencé, en fait. Le problème technique. Encore 10 minutes? Ah oui, si, ok. Donc ça, c'était le premier gribouillis qu'on a fait avec le lead développeur. Il a dit quand même, je vais t'aider à faire un schéma d'architecture. Donc après, on l'a mis au propre, parce que ça, c'était pas... Attendez, j'ai fermé Word... j'ai fermé Evernote, pardon. Voilà. Alors, j'étais un peu plus bas. Voilà, ici, on a fait une version au propre. Ça, j'aimerais expliquer un peu, enfin, pour ceux qui sont plus orientés techniques. Donc, si vous voulez, il y avait l'idée que tout allait être dans la base de données PHP MyAdmin classique WordPress, mais on allait utiliser la partie native de WordPress pour les pages CMS, forcément, avec des blocs Gutenberg Custom. On a utilisé un plugin qui s'appelle Metabox pour les développer. Mais après, pour la base de données, on l'a complètement fait sur mesure, parce que ces objets, j'ai pas scrollé dans la Google Sheet, mais le POI, il a 80 champs, par exemple. Donc, c'est compliqué comme structure. De refaire ça à tout avec un plugin comme ACF ou Metabox, c'est très compliqué. Et en fait, on a séparé ces tables, elles sont dans le même environnement, mais pour ces pages d'objets, donc par exemple pour un hôtel, la couche front, elle est quand même dans les tables VP, avec VPML pour la publication, le sélecteur de langue et la corrélation des URL, mais tous les contenus en fait, qui sont dans l'objet, ils sont dans des tables qu'on a créées complètement sur mesure. Et ça, c'était aussi un travail intéressant de merger ça et de faire que ces choses fonctionnent. Puis là, donc, il y avait le back-office pour les objets, je vais vous le montrer juste après. Puis il y avait un peu le concept de front object, ça voulait dire on construit l'objet à partir des données qu'on prend dans la base de données. Et puis, pour finir, après, on met encore la couche d'HTML, CSS pour afficher ce front object qu'on a tiré de la base de données. Puis ça fait cette connexion en fait, entre les deux. Plus, il y avait ces questions d'API qui devaient se connecter avec ces tables custom. Bon, après, on a fait un cahier des charges, je ne vais pas l'ouvrir parce que ça prend un peu trop de temps. Si vous voulez, les outils qu'on a utilisés, c'est Monday. Donc, on avait ici aussi un board dev qui est plus ou moins fini parce qu'on a encore des retouches, mais en gros, il n'y a plus grand-chose. Et là, il y avait des listes très longues où on attribuait les tâches aux gens, on avait des statuts de travail. Il y avait aussi la chef de travail, chef de projet client, elle était là-dedans. Ça, c'est le développeur et son chat, notre lead développeur, qui vit d'ailleurs sur une île qui s'appelle Majorque. Et il vit dans une sorte de concept un peu écolo avec des panneaux solaires sur son toit, des batteries pour pouvoir travailler avec nous sans interruption, etc. Et les Genevois. Donc voilà. On bat un Google Drive, on utilise beaucoup Google Drive, et puis aussi Telegram, si vous connaissez, ça ressemble peut-être un peu à WhatsApp. On a fait des groupes. On avait un groupe avec les développeurs, ça c'était en anglais, un groupe avec les régions et un groupe avec le client. Et ça a vraiment permis beaucoup de transparence dans la communication parce qu'il n'y avait pas des gens qui s'envoyaient des emails et on perdait le fil. Il y avait tout qui était centralisé sur des groupes. On pouvait voir toutes les communications en fait. Après, sur le design du front, ce qu'on avait fait, parce qu'on devait avancer sur le front tout en travaillant sur les données, c'est qu'on leur a fait une sorte d'installation comme ça, où c'est juste du HTML en fait, donc c'est des templates statiques. Mais comme ça, ils ont pu faire la validation, parce que comme j'expliquais, c'était des processus assez longs. Donc on leur livrait ça, c'était déjà responsive en fait, ces templates, mais c'était statique, puis ça leur montrait en fait comment les modules allaient fonctionner. Et ça, il y avait la page détail, POI, itinéraire, événement, webcam, etc., etc. Et puis ça, on a pu tout valider en parallèle qu'on structurait justement cette base de données. Bon, je ne vais peut-être pas aller trop dans les détails, je vais expliquer ça par oral pour rester dans mon temps. Par exemple, pour la homepage, on a fait les modules dans Gutenberg, enfin dans l'éditeur maintenant par défaut de WordPress, avec des blocs custom qu'on pouvait appeler, qu'on pouvait réordonner dans les landing pages de chaque région. Plus, on a pris les blocs qui existaient et on a encore ajouté des blocs pour faire des campagnes ou des pages spéciales. Donc on est vraiment resté dans le natif WordPress pour toute la partie où WordPress est excellent et où c'est qu'il y avait ces pages CMS qui rentraient dans ce cadre-là en fait. Maintenant, si je parle du back-end, j'aimerais montrer ça justement. Bon, ça j'ai un petit peu raconté déjà. Donc j'aimerais vous montrer le back-office. Attendez, juste vous montrer la structure des données encore. On a fait aussi un site de formation en WordPress avec des tutos pour aider les utilisateurs à prendre en main le site. Voilà, c'est ça que j'aimerais vous montrer. Non, ça c'était ce que j'ai déjà ouvert avant, c'était ça. Pardon, je vais trouver.
c'est les templates. Voilà, c'était ça ici. Il y a un soft qui s'appelle Lucid où on peut créer des schémas de base de données en fait. Voilà, ça ressemble à ça. Ça en fait c'était vraiment toute la structure des tables, donc ces tables custom qu'on a créées. Et puis on a identifié justement tous les champs, puis il y avait des liens, donc typiquement l'objet POI qui pouvait être un hôtel. Pour prendre cet exemple-là, il était connecté avec un contact, un autre objet, mais dont on appelle les données dans un certain contexte. Il y avait aussi des attributs pour les POI, il y avait des galeries d'images, etc. Donc on a structuré tout ça, et ça c'était un travail assez long aussi, de penser comment bien structurer les données à partir de ces données JSON qui étaient assez à plat et dont on n'avait pas la structure profonde. Et ensuite on a travaillé donc sur ce back-office, et puis ça c'est un peu peut-être la chose que je voulais dire aujourd'hui, c'est même pour un projet complexe, en fait on peut très bien développer des choses sur mesure et les greffer à l'intérieur de WordPress, et les marier avec les fonctionnalités de base de WordPress, et ça peut marcher très bien en fait. Donc si je montre un exemple avec un hôtel, peut-être. Voilà. Fermer un peu des onglets. Ok, donc là c'est le back-office. Là, vous voyez, il y a toute une série d'objets custom. Si je prends les points d'intérêt qui sont peut-être l'objet le plus compliqué. Je prends un test, je vois qu'il y a un test ici. Comme ça, je peux un peu jouer avec sans casser le site web. Donc, on a le titre. Ici, on a fait un champ custom pour l'URL parce qu'on avait ces problèmes où ça se marchait dessus. Donc, on a tout caché, le slug de Yoast, le slug de WordPress, puis on a mis un autre. Et on a vérifié que quand on sauve, ça mettait tout à la bonne place parce qu'il y a pas mal de problèmes avec ça justement. Puis ici, on a fait ce back-office. Donc ce back-office, il a une tête de WordPress quand on le voit. Enfin, il a l'air d'être normal, mais il est complètement fait sur mesure. Raphaël, il a fait des maquettes du back-office. Après, il y avait les données qu'il fallait afficher ici, qu'il fallait pouvoir manipuler. Et puis on a tout créé ça en fait complètement sur mesure. Mais c'est intégré dans WordPress. Donc le client, il a l'avantage qu'il a tout dans la même interface. Avant, ils avaient deux interfaces. Une pour le CMS, une pour les objets. Et maintenant, il y a tout qui est ensemble ici. Donc, par exemple, ici, on peut connecter avec des contacts. Donc, on peut trouver un contact et ça le connecte. On peut mettre des liens. Ici, dans les heures d'ouverture, on peut créer des périodes. Et puis, on peut poser des périodes avec ici des éléments assez classiques. On peut répéter la période chaque année ou pas. Et puis, on peut créer en fait ses horaires. Ici aussi pour les tarifs, justement ça c'était avec les langues. Là les langues, cette partie-là des langues c'est séparé dans nos tables custom, c'est pas dans VPML en fait. Parce que comme on devait avoir des éléments comme par exemple, enfant, ça en allemand c'est kind et puis en anglais c'est child. Il fallait pouvoir traduire ces éléments-là, mais le prix, l'utilisateur il n'aimerait pas devoir le redéfinir chaque fois. Donc si je passe dans l'allemand ici, le prix va rester, mais ça par contre je ne l'ai plus. Donc l'utilisateur peut à la fois gagner du temps en gardant le prix parce que ça, il ne veut pas le définir 14 fois, mais on peut quand même traduire la partie qui est traduisible. Et ça, c'était pas mal de travail, mais c'était intéressant à développer cette partie-là. Après, ils ont tous les objets. Bon, là, c'est un exemple, donc il n'est pas géolocalisé, mais on peut géolocaliser sur la carte. On peut rajouter des médias, des fichiers. On peut, peut-être que je prends un objet réel. On peut aussi lier des objets, ça veut dire si je suis à tel endroit, on me propose après sur le front d'autres choses qui sont proches de où je suis. Prenons par exemple ça. Donc là c'est un objet qui est rempli, si je peux naviguer dans les langues, je pense qu'ils ont des prix. Donc là par exemple ils ont toute leur série de prix. Ici aussi on peut faire du drag and drop pour changer le positionnement sur le front-end. Ici, on peut lier des objets. Bon, ils ne l'ont pas fait pour cet objet-là. Et puis après, il y a encore des attributs qui sont cliquables et qui correspondent à ce qu'on utilise dans les filtres. Donc ça, c'est une taxonomie. C'est autre chose que la catégorie d'objets. Est-ce qu'il a du Wi-Fi? Est-ce que c'est un appartement? Est-ce que c'est 3 étoiles, l'hôtel? Je ne sais pas quoi. Ça permet d'utiliser ces filtres après pour se retrouver dans le site web. Voilà, tout à la fin du projet, en fait, c'était compliqué parce qu'ils ont quand même dit qu'ils ne voulaient pas mettre le site en ligne le 31 décembre. On avait prévu la date du 1er décembre, mais après on l'a repoussé au 13 décembre. Et après, il y avait la chef de projet, elle a dit « Moi j'ai des vacances et je suis en train de mourir, donc je pars en vacances le 15 ». Donc après, sinon on n'avait plus le vis-à-vis côté client, c'était quand même aussi nécessaire de finir.
Donc le 15, on a commencé la mise en ligne et en fait les régions, ils n'avaient encore pas fini tous leur homepage parce qu'on leur avait mis les modules à disposition peut-être disons 10 jours avant quand on les avait finis. Enfin à la fin ça se resserrait comme ça. Et puis Raphaël, mon associé, il a fait la homepage d'une région parce qu'ils étaient dépassés, ils n'arrivaient pas. Il y avait encore 2 personnes chez nous à l'interne qui leur lisaient les textes et puis en même temps on essayait de corriger les problèmes d'URL. Donc à la fin ça s'est vraiment beaucoup resserré. Et puis si je vais dans Telegram par exemple, ici, on avait ce groupe avec les régions. Là, je suis le 10 décembre. Je pense que je vais arriver là sur le 13. Donc là, on a commencé la mise en ligne. Ça, c'est le 13 décembre. Maintenant, c'est avec les régions. C'était comme ça pendant jour et nuit. On a dormi au bureau. Et ça, c'est juste un des 3 chats. Hein. Là, je suis le 15. Voilà. Donc à la fin, c'était extrêmement intense. Bon, c'était aussi sympathique, hein, parce qu'il y a aussi un côté adrénaline qui est sympa. Mais il y avait beaucoup d'interactions avec les retours qui venaient des clients. Il y avait encore la fin du développement. Et puis le 14 vers 2 heures du matin. Enfin, ça a duré. La mise en ligne, c'était donc. C'était pour qu'on compte, mais c'était plus que 24 heures finalement. Parce qu'après, on a aussi dû encore faire des corrections sur ces URL qui ne marchaient pas. Ça, c'était encore la nuit. Puis après, vers 2 heures du matin, on avait tout redirigé les DNS. Qui était aussi une assez grosse affaire en fait, parce qu'il fallait rediriger tous les noms de domaine. On les avait déjà tous récupérés, le contrôle à l'avance et tout ça. Et puis après, voilà, ça a marché, le site était en ligne et tout le monde a pu dormir tranquille. Mais je pense que je suis à la fin du temps aussi, donc... Non, je peux m'arrêter là, en fait. Il y a plein de points qu'on peut explorer. Peut-être c'est bien de faire des questions quand même. Exactement. On est arrivé au bout du temps. Effectivement, c'est un sujet très long et très passionnant. Est-ce que vous auriez des questions ? Oui, j'arrive. Ouais, merci, c'était super intéressant. Alors, je sais que je suis sur un WordCamp, mais est-ce qu'avec le recul, finalement, WordPress était le bon outil ? Mais bien sûr, absolument. C'est ça le message fondamental, c'est qu'en fait, WordPress, il comprend un grand nombre de fonctionnalités de base, et ils vont pouvoir aussi par la suite, par exemple, les formulaires, on a utilisé le Ninja Form, là, où c'est des fonctionnalités qui existent dans WordPress. Donc après, on peut les retoucher, les améliorer. Mais eux, pour le développement, avant, dans le système propriétaire dans lequel ils étaient, quand ils voulaient faire un changement, il fallait tout que cette agence-là, qui avait son propre outil, elle, développe elle. Et donc le financement, ils devaient financer tout le développement de la fonctionnalité. Une fois, ils voulaient faire un peu du commerce en ligne, il fallait créer le module de commerce en ligne. Enfin, genre, vous créez WooCommerce, ou une version plus petite de ça. Et ça, dans le contexte de WordPress, ça permet quand même maintenant d'ajouter beaucoup de fonctionnalités. Aussi, il y a quand même beaucoup de systèmes qui sont intégrables avec des plugins directement dans WordPress. Donc je pense que là, ils ont une base qui est très bonne. Alors peut-être un développeur Drupal, il va m'expliquer pourquoi ça aurait été plus simple en Drupal, mais voilà. C'était un peu ma naïveté enfantine peut-être de me dire qu'on m'avait toujours dit qu'on pouvait tout faire sur WordPress, donc maintenant vous arrêtez de m'embêter, mon développeur, etc. On va faire ça sur WordPress et ça va marcher. J'ai après presque regretté quand je ne trouvais pas mes développeurs l'été, mais disons à la fin ça a marché, et puis bien sûr ça aurait pu aussi être fait dans un autre contexte, hein. Je ne dis pas que c'était le seul possible. Super, merci. On n'a plus de temps pour de questions, je suis désolé. Par contre, il est disponible, il ne s'en va pas tout de suite, donc vous allez pouvoir lui poser les questions. Et donc on l'applaudit encore une fois. Merci beaucoup Pascal.